Bienvenue à notre webinaire sur matériaux et patrimoine. Les webinaires sont organisés par la Fédération française des matériaux en association, en partenariat avec l'Association française pour l'avancement des sciences. Et c'est Daniel Neuville qui en assure la coordination. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants, Philippe Walter et Andrew King. Donc avant des présentations, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros. Et si nous avons le temps, nous prendrons une ou deux questions que vous voudrez bien poser dans le chat. Alors, je rappelle que les webinaires sont enregistrés et que vous pourrez les réécouter sur les sites de la FFM et de la FAS. Donc, quelques mots de présentation pour notre premier orateur. Ancien élève de l'École normale supérieure, Philippe Walter est directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences. Après un doctorat en sciences de la Terre, il commence sa carrière de chercheur au Centre de recherche et de restauration des musées de France au Louvre. Il y dirige l'unité CNRS pendant 4 ans, avant de créer le laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale à Jussieu. Il contribue au développement des analyses par faisceau d'ions avec l'accélérateur Aglaé qui est installé au Louvre et est à l'origine du projet de rénovation de cet accélérateur. Dans une démarche originale, il conduit la construction de prototypes d'instruments d'analyse portables et légers et qui permettent de travailler directement sur le terrain. Ses recherches dans le domaine de l'archéologie et de l'art l'ont conduit à s'intéresser à des périodes variées, de la préhistoire à l'époque moderne. Philippe Walter a reçu de nombreuses distinctions, nationales et internationales. Je citerai pour la France la médaille d'argent du CNRS. Aujourd'hui, il nous convie à partager de nouveaux regards sur les œuvres d'art grâce à l'imagerie chimique. Philippe, tu as la parole pour 25-30 minutes. Merci. Ok. Hop. Voilà, je pense que je partage bien mon écran. Très bien. Oui, C'est bon. très bien, merci. Bien. Merci beaucoup Sylvie, merci pour cette présentation. Donc je suis très content de vous parler aujourd'hui, et puis avec Andrew qui abordera le synchrotron aussi et des aspects un peu différents et comparables à la fois. Donc de nouveaux regards sur les œuvres d'art grâce à l'imagerie chimique. J'ai proposé ce titre pour vous parler en fait de deux exemples et vous expliquer pourquoi ces deux exemples me semblent être assez illustratifs d'une évolution importante que l'on a avec l'instrumentation mobile in situ et qui est le développement des méthodes d'imagerie qui nous apportent beaucoup de renseignements nouveaux. Donc, un tableau que j'aime toujours bien présenter. Alors, il faut que je retire un peu tous les visages là. Un tableau que j'aime beaucoup montrer, qui est ce tableau du peintre dans son atelier de Rembrandt, une œuvre de jeunesse de l'artiste, et qui pour moi est un peu une mise en abîme de notre métier, où en fait le peintre s'est décalé de son tableau, le regarde de loin, avec tous ses attributs de la peinture, tous ses outils qui lui permettent de réaliser son œuvre. Vous voyez au mur une palette. Vous voyez également un grand mortier où il y a à l'intérieur du bleu, un pigment bleu. Vous le voyez avec ses différents outils, pinceaux, etc. Et puis différents flacons qui doivent contenir des solvants, des résines, des huiles. En fait, nous, au laboratoire, on essaye, et comme beaucoup de gens dans ce domaine de la communauté de l'analyse chimique pour les matériaux anciens, de développer à la fois des méthodes d'instrumentation qui vont nous permettre de connaître mieux la nature des matériaux, et en connaissant mieux la nature des matériaux, de faire des recherches qui permettent de comprendre pourquoi l'artiste a choisi tel ou tel produit, quel a été le comportement physico-chimique de ces produits, et comment ils ont pu vieillir au cours du temps, parfois sur le long terme, et nous poser toute une série de problèmes, je vais dire, d'interprétation et de lecture de ces œuvres. Donc, si on regarde un petit peu la chronologie des méthodes d'analyse, en fait, la chimie analytique a été inventée à partir des concepts notamment d'Antoine Lavoisier, à partir des années 1800. C'est le moment où on voit les premières chaires de chimie analytique qui apparaissent dans les grandes universités, notamment à Berlin et à Paris. Et à cette époque-là, on analyse des échantillons assez grands. Donc, pendant tout le 19e siècle, ces échantillons, ce sera plusieurs grammes, voire dizaines de grammes de matériaux qui permettront par exemple à Marcellin Berthelot, que vous avez ici en photographie, qui permettront de comprendre l'évolution des compositions des métaux dans les différents âges, différents âges des métaux. À partir des années 70, on se développait dans les musées des instruments, notamment fluorescence des rayons X,
assez lourds qui vont permettre de caractériser les œuvres. Et à partir de 1989, on en a parlé, l'installation de l'accélérateur de particules Hagley au Louvre. Ici, vous voyez une vieille photographie de son faisceau extrait en train d'analyser les constituants de l'œil, des yeux du scribe accroupi du musée du Louvre. On ne prélève plus, on va pouvoir analyser grâce à ce type de technologie assez lourde dans les musées, dans l'aire de sécurité des musées, analyser directement les œuvres et de là avoir un très grand nombre de nouvelles informations et également une diffusion de cette recherche à un plus grand nombre d'acteurs puisque les prélèvements étaient très limitatifs dans le passé. Et à partir des années, alors 1997 dans mon cas, c'est là où je commence à développer des méthodes d'analyse in situ et non invasives basées sur la fluorescence des rayons X et qui vont nous permettre de l'analyser. Alors ici, par exemple, les pigments dans une grotte préhistorique, la grotte de Marsoulas dans les Pyrénées, mais aussi à les travailler dans d'autres lieux, un peu partout dans le monde. Et je mets à partir de 2012, ça c'est pour moi, en fait, le développement des méthodes d'analyse par imagerie chimique non invasive et in situ va se développer très très fortement. Donc maintenant, on a une dizaine d'années, je vais dire, de recul sur ces applications qui nous amènent sur le terrain, dans les musées, à déployer des laboratoires mobiles. Donc ici, vous voyez une photographie dans une des grandes salles du musée de Capodimonte à Naples. Vous avez toute une série de chefs-d'œuvre du peintre Titien que vous voyez là sur les murs et vous voyez comment on va s'installer avec des systèmes qui seront des imageurs chimiques. Ici, c'est une toute petite caméra d'imagerie hyperspectrale qui nous permettra de mesurer la manière dont la lumière est diffusée par la matière picturale dans le visible et dans le proche infrarouge, donc directement avec cette caméra, et puis d'autres systèmes qui seront des appareils de spectrométrie relativement conventionnels, je vais dire, de fluorescence des rayons X, spectroscopie UV, visible, proche infrarouge, etc., et qu'on montera sur des translations X et Y de façon à collecter des points de mesure sur une surface. Donc ici, c'est un appareil de fluorescence des rayons X. Donc on va analyser typiquement une zone de 20 par 20 cm en l'espace de 2 heures. En imagerie hyperspectrale, on analysera une zone de 20 par 20 cm en l'espace d'une minute. Donc, vous voyez, on va acquérir comme cela un très grand nombre d'informations et en fonction de la nature des interactions lumière-matière qui seront présentes, on aura accès à des données parfois très importantes pour reconstituer l'histoire d'une œuvre, son altération et puis la comparer à ce que l'on sait du travail des artistes. Je rajouterai dans cette liste, parce que j'y tiens toujours beaucoup, la diffraction des rayons X que nous n'avons pas encore développée de manière en cartographie, en imagerie, mais par contre de manière portable. Et il y a quelques laboratoires, notamment à l'Université d'Anvers, qui travaillent beaucoup sur la diffraction de rayons X par imagerie non invasive, in situ, directement sur les œuvres. Donc deux cas, c'est une petite présentation que je dois vous faire en 25 minutes environ. Donc, je voudrais vous montrer deux cas liés à Léonard de Vinci, qui ne sont pas des œuvres de Léonard de Vinci. Et je voudrais vous expliquer pourquoi ces cas sont intéressants et comment finalement on développe des méthodes d'interprétation des données qui nous apprennent beaucoup sur les pratiques d'atelier et en particulier sur l'atelier de Léonard de Vinci ou des autres ateliers de la Renaissance italienne. Donc ici, vous avez une œuvre qui a été redécouverte il y a une vingtaine d'années, qui est donc une copie de la Joconde, qui est au Musée national du Prado, à Madrid, donc que j'ai réétudié avec Ana González Monzo il y a quelques années dans le cadre d'une exposition qu'elle faisait au Musée du Prado. Cette œuvre est donc importante, intéressante, en tant que copie de l'œuvre du Musée du Louvre, une copie qui a été restaurée. Donc, le vernis jaune a été retiré et donc, vous voyez, on a une appréciation beaucoup plus réelle des couleurs du tableau et notamment de cette perspective atmosphérique bleue qui est présente derrière le portrait. Vous voyez également les couleurs de chair qui sont complètement différentes. Bien entendu, ceci est dû au vieillissement du vernis naturel qui avait été déposé sur la Joconde. C'est sans doute pas le vernis de Léonard de Vinci, c'est d'autres vernis déposés au cours du temps et qui se sont altérés par des effets photochimiques. Juste un peu tout petit commentaire, vous voyez par exemple les manches ici, c'est une copie, mais les manches ici sont jaunes, alors que dans le cas de la Joconde du Prado, les manches sont rouges. Ce tableau a été redécouvert, donc notamment par Bruno Motin au C2RMF, et puis également Anna Mozzo, à partir de la réflectographie infrarouge. Donc c'est une méthode qui va nous permettre d'imager des matériaux qui sont absorbants aux infrarouges, donc à une longueur d'onde d'environ 1700 nanomètres. Et imager ces pigments, en fait, c'est imager quasiment uniquement le noir de carbone, qui est très très absorbant, alors que la plupart des pigments sont complètement transparents. Donc vous avez ici à gauche la photographie du visage de la Joconde du Louvre. Vous voyez quelques tout petits traits très ténus de dessins sous-jacents qui vont apparaître dans la bouche, autour des yeux, etc., un petit peu sur le nez. Et vous voyez dans la copie
de Madrid, un dessin beaucoup moins fin, beaucoup moins précis, un peu hésitant d'ailleurs dans la nature des tracés, et qui fait tout de suite dire qu'on n'est pas en présence d'une œuvre de Léonard de Vinci, qu'on sait manipuler et effectuer des dessins extrêmement subtils, mais une œuvre qui est une copie. Une œuvre qui est une copie, c'est très intéressant, mais on peut voir également, alors je ne vous ai pas mis tout le détail, mais qu'au niveau de la poitrine, au niveau des mains, au niveau du visage, on a quelques petits traits qui sont des petits traits de changement de composition, vous voyez un tout petit peu au coin de la joue, et qui sont les mêmes sur les deux œuvres. Donc c'est une copie, mais c'est une copie qui n'a pas pu être faite quand la Joconde du Louvre avait été peinte, puisque dans le dessin sous-jacent, on a les mêmes changements de composition. Et c'est la première fois qu'on démontrait en fait qu'on avait une copie d'une œuvre de Léonard de Vinci qui avait été faite au moment même de la réalisation de l'original. C'est-à-dire quand le dessin sous-jacent était encore visible, l'œuvre a été copiée, puis ensuite a été mise en couleur, et vous allez voir de manière un petit peu différente. Donc c'est extrêmement intéressant de l'étudier parce qu'on va avoir comme ça des renseignements sur des pratiques, et notamment une pratique qui moi, me paraît extrêmement intéressante et assez problématique dans son interprétation, qui est le fait que dans le cas de la Joconde du Louvre, mais dans le cas de la Joconde du Prado également, on va avoir dans cette perspective atmosphérique bleue une superposition de couches qui contiennent les deux pigments bleus de l'époque, d'une part l'azurite, qui est un carbonate basique de cuivre, et d'autre part le lapis-lazuli, le pigment outremer, qui était un pigment extrêmement coûteux. Et à partir du moment où on va réaliser par imagerie perspectrale l'imagerie complète en fait de cette œuvre, on va collecter toute une série de spectres, comme vous voyez ici sur ce point numéro 26, où on va avoir un spectre qui est le spectre en violet, où vous voyez apparaître la réflectance, donc avec différentes bandes qui vont correspondre à des maximums de réflectance. Donc là, dans la couleur bleue, on a un maximum de réflectance, et puis dans l'infrarouge, on a aussi des signaux assez différents. Et on se rend compte en interprétant un tout petit peu plus, en regardant un petit peu plus ces spectres, qu'on va pouvoir, en faisant des images en fausse couleur et en choisissant bien les longueurs d'onde, réussir à discriminer les signaux qui viennent du pigment azurite ou du pigment outremer. C'est ce que j'ai fait ici en prenant une combinaison à 800, 600, 600 pour le rouge, le vert et le bleu, 975, 900, 900 de la même manière pour ces trois coordonnées chromatiques. Et vous voyez qu'apparaît à ce moment-là, alors des faux amis, par exemple sur les manches, mais si on s'intéresse au fond qui n'est peint qu'avec du blanc de plomb, de l'azurite et du lapis-lazuli, vous voyez apparaître des différences de cartes de répartition. Vous voyez dans le fond, par exemple, le pigment outremer va être très présent. Je vais zoomer un petit peu plus dans un tout petit détail qui sera encore plus illustratif. Vous voyez ici, en fait, apparaître très très clairement des rows de lumière bleue qui ont été réalisés avec le pigment outremer, alors qu'ils n'ont pas du tout été peints avec le pigment azurite. Ce type d'observation, permise par l'imagerie, nous offre beaucoup de renseignements nouveaux. Jusqu'à présent, on avait tendance à croire que les artistes utilisaient une sous-couche d'azurite avant de peindre avec de l'outremer pour des raisons de prix. En fait, ils mettaient une première couche bleue, très solide, qui allait leur mettre en place la tonalité de fond, de manière à mettre des couches beaucoup plus fines et beaucoup plus subtiles avec du pigment outremer. En fait, ce n'est pas du tout le cas. On s'en rend bien compte ici. On peut penser que c'est la même chose sur la Joconde du Louvre. En fait, l'artiste va peindre son décor avec le pigment pas très cher à base de cuivre et va ensuite déposer des glacis à base d'outremer qui vont lui permettre d'avoir une modulation de la lumière tout à fait exceptionnelle et notamment des reflets, comme vous voyez ici, sur le lac qui est présent dans l'arrière-plan. Premier renseignement donc sur les pratiques. Deuxième renseignement, pas avec l'imagerie perspectrale cette fois-ci, mais avec la cartographie chimique par fluorescence des rayons X. Donc, vous voyez, c'est une cartographie, on va faire des pas de 1,5 millimètre de côté. C'est sur le bord du tableau, là où il y a une colonne et puis un petit muret. Et donc, on va pouvoir regarder les cartes de répartition de différents éléments. Là, je vous ai mis le fer, l'étain et le cuivre. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le fer, c'est que vous voyez apparaître des lignes ici, extrêmement fortes, qui semblent indiquer quelque chose qui n'est pas en relation avec le résultat final de l'œuvre. Si on regarde un peu plus en détail, vous voyez ici les lignes que j'ai plus matérialisées. On en a aussi une verticale ici qui apparaît très bien. Ça ne correspond pas à la peinture et on est forcé d'imaginer que ça correspond au dessin sous-jacent. Ma collègue conservatrice du musée du Prado, Anna Mozzo, est une spécialiste du dessin sous-jacent qu'elle étudie par réflectographie infrarouge qui ne permet de voir le noir que le noir de carbone. Ici, on s'aperçoit qu'en cartographie par fluorescence des rayons X, on voit également un dessin sous-jacent qui devait être rouge, fait à la sanguine, donc fait en fait avec des pigments riches en hématite Fe2O3. Donc ça nous apporte un autre renseignement extrêmement intéressant sur ces pratiques d'atelier et sur la complémentarité entre des tracés noirs et rouges qui pouvaient exister préalablement à la réalisation en peinture de ces œuvres.
Et ici, sur les cheveux, pareil, de la Joconde, de Lisa, vous voyez ici l'image et donc la cartographie qui correspond à la même zone. Donc on a un champ de vue qui est assez petit, mais juste pour aller très vite, regardez ce tracé-là, par exemple, qui montre un tracé fait avec un pigment à base de fer, donc avec sans doute de l'hématite. Vous voyez aussi ce tracé-là, ils ne correspondent pas à l'état final des cheveux. Et donc là aussi, on se dit qu'il a dû y avoir un dessin sous-jacent utilisant de la sanguine, qui pouvait être utilisé et qui n'a pas été forcément repris dans la version finale de la réalisation avec de la peinture à l'huile, de la chevelure. Et ça nous amène à une compréhension là aussi plus forte et puis plus réelle de la relation entre le travail de dessin qui pouvait exister et le travail de la peinture. Et là, je vous montre un dessin préparatoire du tableau de la Sainte-Anne qui est au musée du Louvre, mais le dessin préparatoire est au Metropolitan Museum de New York. Vous le voyez ici. Vous remarquez d'abord essentiellement les tracés noirs de ce dessin donc fait avec de la pierre noire. Mais si vous regardez plus précisément un petit détail, par exemple dans cette partie-là, vous voyez un enchevêtrement de tracés noirs et de tracés rouges à la sanguine qui montre que l'artiste, donc là c'est un dessin attribué à Léonard de Vinci, que l'artiste mélangeait les deux pratiques, sans doute pour mieux appréhender la manière de réaliser les formes, les ombres, la dynamique de la chevelure, mais aussi d'autres parties comme autour des yeux, pour notamment poser peut-être un peu plus le regard en corrigeant, en manipulant à la fois les couleurs rouges et les couleurs noires. Donc ça nous apporte beaucoup là aussi sur ce dessin préparatoire. Mais on peut aller encore un petit peu plus loin en regardant l'œil de la copie de la Joconde du Prado. On n'a pas la même chose à la même résolution la Joconde du Louvre, mais vous voyez ici apparaître la cartographie du fer, du cuivre, du calcium, etc., du plomb. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le mercure. Et vous voyez là la cartographie du mercure. Donc, le mercure correspond à un pigment qui s'appelle le vermillon, qui est en fait du cinabre, le sulfure de mercure, qui est d'une très belle couleur rouge. Et vous voyez apparaître un trait très net, très très vif, très très bien délimitant le bas de l'œil. Une fois qu'on le connaît, on entrevoit ce bas de l'œil avec cette présence de mercure ici. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant dans ce cas-là parce que c'est une ligne extrêmement brutale qui va à l'encontre des pratiques que l'on attribue toujours à Léonard de Vinci et à sa fameuse technique du sfumato qui consiste à avoir des couches extrêmement diffuses, une continuité entre les tonalités, entre les ombres et les lumières absolues. Ici, on se rend compte que c'est différent. D'autre part, vous pouvez aussi remarquer par exemple la présence des cils à cet endroit-là, qui ont dû être faits avec un pigment sans doute à base de noir d'os ou à base de noir de carbone, puisque vous ne voyez pas trop apparaître dans les différentes cartographies. Donc voilà de nouveau ces images-là. Et si je compare la Joconde du Prado à la Joconde du Louvre, vous voyez des choses, alors qui peut nous aider à relire la Joconde du Louvre, hein, malgré son vernis qui est devenu très, très opaque, très, très gênant pour la lecture. Et vous voyez par exemple ici les cils, on peut tenter de les deviner également comme existant à cet endroit-là, mais absolument pas cette petite ligne rouge. Alors ça nous amène à d'autres types de réflexions, cette fois-ci du point de vue de l'histoire de l'art, c'est que le tableau de Mona Lisa est décrit déjà par Giorgio Vasari, donc un artiste et écrivain du XVIe siècle, qui a vécu une cinquantaine d'années après Léonard de Vinci, et qu'il raconte avoir vu la Joconde, ce qui semble être totalement impossible, puisque Vasari est resté en Italie, alors que, comme vous le savez, la Joconde était rentrée dans les collections royales juste après la mort de Léonard de Vinci. Et dans sa description donc, de l'œuvre, et dans le chapitre dédié à Léonard de Vinci, il décrit l'œuvre comme ayant des yeux limpides qui avaient l'éclat, le portrait avec des yeux limpides qui avaient l'éclat de la vie, cernés de nuances rougeâtres et plombées. Ils étaient bordés de cils dont le rendu suppose la plus grande délicatesse. Vous voyez, quand on regarde la Joconde du Louvre, on n'a pas l'impression qu'il décrit la Joconde du Louvre, alors qu'on a l'impression qu'il décrit la Joconde du Prado. On ne sait pas ce qu'est cette Joconde du Prado réellement. Elle est rentrée assez tardivement au XVIIe siècle dans les collections royales d'Espagne. Peut-être que c'était l'œuvre qui avait été donnée au commanditaire de ce portrait de Lisa et que Léonard de Vinci avait gardé pour lui jusqu'à sa mort. Et donc, il s'agit peut-être d'une copie voulue dans l'atelier de façon à produire et à respecter un contrat. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations et ça ne reste qu'une piste de recherche. Vous voyez là aussi les différences. Dans les 5 minutes qui me restent, je voudrais encore vous parler d'un deuxième cas qui, du point de vue des historiens de l'art, jusqu'à récemment, ne méritait pas beaucoup d'études. Il s'agit d'une représentation du Christ Sauveur, le fameux Salvator Mundi, d'après Léonard de Vinci, et qui appartient aux collections de Pologne. Il est conservé au musée du Palais Wilanów de Varsovie.
Et mes collègues historiennes de l'art, spécialistes de la Renaissance polonaise, un jour m'appellent et puis me disent est-ce que tu veux pas venir essayer de regarder ce tableau? Il nous pose quand même des problèmes. On dit que c'est une copie très tardive du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Ce que l'on sait en fait de cette œuvre, c'est que c'est une œuvre qui a été achetée à Milan dans les années 1780 par un très grand collectionneur polonais et qui à l'époque a cru acheter un tableau de Léonard de Vinci. Et donc mes collègues, donc Johanna Smetzer notamment, ont fait une exposition sur justement les léonardesques, les tableaux d'après Léonard de Vinci dans les collections de Pologne, toujours à l'occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci et discutant de ce qui était un original ou une copie. Donc j'ai dit oui, ben, très bien, on pourrait essayer de regarder ce que donne ce tableau, mais il y a un tableau très, très particulier, très éloigné du tableau qui est considéré comme étant celui de Léonard de Vinci et qui a été acheté par Mohamed Ben Salman il y a quelques années pour 500 millions de dollars, si je me souviens bien. Vous voyez, on n'a pas tout à fait la même chose, notamment, vous voyez une figure très androgyne, avec une forme de la tunique qui n'est pas du tout la forme de la tunique du tableau originel, ou considéré comme originel. Puis vous voyez aussi un visage tout à fait particulier, très, très androgyne là aussi. Et quand on retire et qu'on regarde juste le haut du visage, on a une œuvre qui est terriblement proche de la Joconde. Donc voilà, donc on fait quelques analyses. Le manteau n'est pas de même couleur non plus. Tout est différent. Bon, très bien. Une copie, ça fait bizarre pour une copie. C'est une autre version, assurément. Et puis en fait, cette représentation de Salvatore Mundi a beaucoup plu. Il y a toute une série d'œuvres qui existent, d'élèves attribuées à des élèves de Léonard, que vous voyez ici, et qui sont toutes différentes du tableau qui a été acheté en Arabie Saoudite. Et donc, on commence à regarder un petit peu la tunique rouge. On peut faire des analyses ponctuelles, des analyses en imagerie. Analyse ponctuelle par fluorescence X, on voit immédiatement qu'il y a beaucoup de cobalt. Le cobalt, qui est l'élément colorant d'un vert bleu utilisé comme pigment, que l'on appelle le smalt, et qui est connu dans la peinture à l'huile pour se décolorer. Donc, j'insiste pas sur les mécanismes de décoloration. Vous aviez un article de Laurien de Robinet, il y a une dizaine d'années maintenant, qui décrit pas mal tous ces phénomènes et pourquoi la couleur disparaît. Ce qui m'a intéressé, c'était de réfléchir, est-ce qu'on est capable, on le voit en imagerie chimique par fluorescence X, on voit le cobalt, mais est-ce qu'on est capable de voir le smalt autrement que par sa couleur bleue? La décoloration change l'environnement du cobalt, ce qui fait qu'il n'absorbe plus le bleu. Mais on est en présence d'un vert coloré qui lui-même a ses bandes d'absorption. Vous voyez là un spectre de réflectance sur un point de la tunique, où vous avez donc différents points d'inflexion. Si on en fait la dérivée première, vous voyez différents pics qui vont correspondre donc à des paramètres liés au vert et liés au cobalt. Et quand on va regarder le signal, l'intensité du signal de la dérivée du spectre de réflectance à une longueur d'onde de 677 nanomètres, c'est-à-dire le point ici, on va faire une cartographie, et cette cartographie, en fait, ne correspondra que à la cartographie de la présence du smalt décoloré à la surface de cette œuvre. Et donc, vous voyez tout l'effet, et vous voyez également des repeints qui ont été faits suite à des altérations, où la méthode distingue très bien, alors que notre œil ne voit pas du tout, les parties qui auront pu être restaurées. Donc la tunique déjà n'est pas rouge, elle était bleue à l'époque. Donc ça veut dire qu'on est en présence d'une œuvre qui est quand même plus proche de l'œuvre présumée de Léonard de Vinci. Et puis on peut regarder la main bénissante du Christ de nouveau. Et quand on va faire de la cartographie hyperspectrale d'abord, après j'ai fait la cartographie par fluorescence des rayons X, vous voyez apparaître au niveau du pouce un deuxième pouce. Vous voyez très bien ici avec du mercure, donc qui correspond à la couleur vermillon, qui rentre dans la composition de la couleur de la chair. Vous voyez également sur le cuivre quelque chose apparaître, sur le calcium, sur le fer. En fait, il semble ici peut-être qu'on ait deux positions, voire trois positions du pouce bénissant qui ont été présentes. Et si on compare à la documentation que l'on a du tableau d'Arabie Saoudite, vous voyez ici au moment de sa restauration, vous voyez qu'il avait été observé, quand les repeints avaient été retirés, la présence de deux pouces bénissants. Et donc ça veut dire qu'on a dans le cas du Palais Villanov exactement le même repentir, cette fois-ci en peinture, qui est présent. C'est quelque chose qui est extrêmement important à ce moment-là, parce que ça veut dire que le tableau ici, au niveau du dessin sous-jacent, on ne voit rien. Au niveau de la matière picturale, on voit un changement de composition qu'un copiste ultérieur du XVIIe siècle n'aurait jamais pu voir, puisque l'œuvre avait été corrigée par le maître bien avant. Et donc on est donc en présence de nouveau avec cette œuvre-là, d'une œuvre qui correspond à une copie d'atelier qui a été réalisée en même temps que la réalisation de l'œuvre maîtresse par Léonard de Vinci. Vous voyez, ce jeu des multiples, ce jeu des multiples versions est extrêmement intéressant, puisqu'on a du mal à considérer que les deux versions aient été voulues comme deux copies.
Dans le cas des deux versions de la Joconde, on est en présence de deux copies, avec des changements de mode de réalisation. Ici, on est en présence de deux copies qui ne répondent pas tout à fait au même canon esthétique, et donc avec une version très androgyne du Christ dans un cas, et pas du tout dans l'autre. Donc certainement pour des commanditaires complètement différents, ou dans des jeux d'esprit, dans des jeux de création tout à fait particuliers chez l'artiste et dans l'atelier Léonard de Vinci. Donc voilà un petit peu ces deux exemples. C'était pour vous montrer la manière dont on peut, avec cette imagerie, dans les deux cas, j'ai passé moins de 5 jours de mesure sur chacun des tableaux. Après, le temps d'interprétation est beaucoup plus long, mais cette manière de finalement aborder de manière complètement différente ces œuvres d'art, les replacer dans leur contexte et avoir des renseignements qui vont au-delà de l'étude des matériaux et de leur vieillissement, qui apportent de véritables données en histoire de l'art. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Puis bon, comme d'habitude, les différentes structures auxquelles j'appartiens et sponsor de ces recherches. Voilà, merci beaucoup. J'étais dans les temps, je pense. Pour laisser un peu de questions. Bonjour, est-ce qu'on peut poser des questions par oral ou... Comme vous voulez, moi ça me va aussi par oral. Ok, bah, j'ai beaucoup apprécié votre séminaire, donc merci infiniment. J'ai une question un petit peu précise qui concerne la Madone de la Roque. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre qui a été attribuée à Léonard de Vinci, qui a été trouvée dans l'Hérault en 1998. Et en fait, je ne sais pas du tout si elle a été analysée avec ce genre de technique ou pas. Je crois que des Japonais l'ont analysée, mais on n'a jamais connu le résultat de l'analyse. Donc, je ne sais pas si vous aviez des informations dans ce sens. Non, j'ai pas d'informations. Alors, autour de Léonard de Vinci, de Raphaël, et puis d'autres grands artistes de cette époque-là, Mm, on a souvent des tableaux qui sont redécouverts et où on cherche à faire des attributions. mm, Euh, Moi, là, je ne vous parle pas d'attribution, je vous parle de regard sur l'atelier. mm, Ces analyses sont importantes parce qu'elles permettent de reclasser dans la période chronologique, et éventuellement dans l'atelier, là, et c'est complètement fondamental, surtout pour celle du Palais Villanov, mm, qui prend une nouvelle valeur. Mais par contre, si on m'avait posé des questions sur l'attribution, en me disant est-ce que tu veux venir voir l'œuvre de Villanov pour nous montrer que c'est un Léonard de Vinci, j'aurais répondu non, non, on ne peut pas montrer que c'est un mm, Léonard de Vinci. On peut montrer que c'est compatible, mm, on peut montrer des différences, mm. et là, on ne peut pas attribuer. Donc peut-être que vous n'avez pas eu d'écho parce que les analyses qui auraient été faites ont montré peut-être que les pigments étaient possibles, mais ça n'aide pas forcément à déterminer que c'est une œuvre d'un très grand artiste. D'accord, merci beaucoup. Oui, j'ai une question. Excuse-moi, Philippe, j'avais coupé mon micro. Quelles sont les œuvres là aujourd'hui sur lesquelles tu travailles et est-ce que les techniques que tu as développées sont utilisées à l'étranger, au niveau international, dans d'autres laboratoires de recherche sur les œuvres d'art? Alors, le mouvement de passage à l'imagerie chimique fait que beaucoup de conservateurs de musées, d'historiens de l'art, de musées en particulier, s'emparent de ces méthodes. Donc, vous Mm. avez notamment en Italie tout un consortium de laboratoires et de musées qui utilisent ces méthodes d'imagerie maintenant et de façon à avoir davantage d'informations. Moi, je continue à travailler en ce moment avec le musée du Prado, qui Mm. s'est totalement équipé, qui est un laboratoire extraordinaire maintenant, avec le même type de méthode d'imagerie hyperspectrale, de fluorescence des rayons X, etc. Et sur des œuvres de Véronèse pour comprendre, dans le cadre d'une future exposition qui a lieu l'an prochain, euh, Mm. de comprendre un petit peu la manière dont l'artiste retravaillait ses œuvres et comment on arrive à voir comment un visage a changé de direction, comment il a réalisé telle ou telle partie de manière plus sophistiquée, comme ce que je vous ai montré dans les œuvres de Léonard de Vinci. Mm. Aujourd'hui, ces pratiques sont vraiment très, très, très présentes dans un très grand nombre de structures à travers le monde. D'accord. Voilà, ça, c'était pour la deuxième question. Mm. Pour la première, en ce moment, je travaille un petit peu moins sur la peinture de la Renaissance, beaucoup sur l'Égypte. On a une mission très importante au laboratoire avec l'Université de Liège et puis les autorités égyptiennes sur les peintures des tombes de la vallée des nobles et maintenant de la vallée des rois, où on utilise exactement les mêmes méthodes, hein. Et là aussi, l'imagerie chimique nous permet de rentrer dans des détails qu'on ne pensait pas possibles jusqu'à présent, et notamment de voir des différents pots de peinture et de voir la manière dont les œuvres ont pu être réalisées en plusieurs étapes. Donc ça, c'est encore un nouvel axe important pour nous. Merci. Bon, très bien. Ben, merci beaucoup, Philippe. Merci à vous aussi. Merci.